Le 27 décembre 2024, un rocher de la taille d'un immeuble de bureau a dérivé dans l'obscurité près de la Terre. Personne ne l'a vu. Il a traversé l'espace entre nous et l'orbite de la Lune, suffisamment près pour qu'un bon télescope pointé dans la bonne direction l'aurait détecté. Et pourtant, pas un seul instrument sur la planète ne l'a repéré. La raison était d'une simplicité presque embarrassante. Elle nous a attaqués depuis les rayons du Soleil. Il est apparu dans la même ligne de mire que le Soleil, dissimulé dans ce flot de lumière, comme un petit avion disparaît lorsqu'il passe devant un projecteur. Quand enfin quelqu'un a remarqué l'objet, il était déjà parti, 2 jours après son passage au plus près, une tache floue s'estompant sur une image topographique prise depuis le désert chilien. Ils l'ont nommé 2024 YR4. En quelques semaines, elle se hisserait au sommet de la liste des dangers les plus importants que l'humanité recense. Non pas une liste de criminels ou d'armes, mais une liste de roches, un registre discret de tous les objets connus dans l'espace qui pourraient un jour s'écraser sur une ville. Et pendant une partie de cet hiver-là, celle-ci a occupé la première place. Retenez bien cela, car cela déterminera la forme de tout ce qui suivra. L'astéroïde le plus effrayant que nous ayons jamais suivi n'était pas effrayant parce qu'il était énorme. C'était effrayant car nous l'avons découvert tard et parce que, pendant plus d'1 an, malgré tous les télescopes que nous possédions pointés dessus, nous ne pouvions toujours pas dire avec certitude où il allait. Et si cette unique pierre que nous avons observée avec obsession pouvait nous échapper ainsi, la vraie question n'est pas de savoir ce que cette simple pierre pourrait faire. La vraie question est de savoir combien d'autres existent encore que nous n'avons jamais vues. Dans les premiers chapitres de cette histoire, 3 choses vont se produire qui ne devraient pas être possibles. Un télescope qui n'a même pas encore été allumé découvrira 11 nouveaux mondes en 6 semaines. Un astéroïde d'un demi-kilomètre de diamètre tournera tellement vite qu'il devrait se désintégrer. Et pourtant, ça tient le coup, et 2 corps glacés dériveront à la limite déchiquetée de la portée du Soleil, 1000 fois plus loin que le sol sous vos pieds. Tout cela provenait du même angle mort qui dissimulait cette première pierre. Tout cela est resté dans l'ombre tout ce temps. Alors, installez-vous confortablement. Si vous trouvez ce genre de promenade lente à travers le ciel nocturne relaxante, pensez à vous abonner et à laisser un like. Et si un fait particulier vous a marqué ce soir, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, car ces échanges représentent la moitié de la raison d'être de cette chaîne. Pour l'instant, tamisez les lumières, ralentissez votre respiration et laissez-nous dériver ensemble au-delà de l'atmosphère. Revenons à ce rocher, car l'histoire de la façon dont il a failli devenir une catastrophe est plus étrange que ce que les gros titres ont pu laisser entendre. Lorsque l'année 2024 YR4 a finalement été déterminée avec précision dans les jours qui ont suivi Noël, les premiers calculs orbitaux ont produit un résultat qui a laissé les astronomes sans voix. Ils ont suggéré que la roche pourrait revenir, non pas dans un lointain millénaire. Le 22 décembre 2032, une date proche, si proche que les enfants vivant aujourd'hui seraient simplement adultes à ce moment-là. Le problème, c'était l'incertitude. Avec un arc d'observation aussi court, seulement quelques nuits durant la trajectoire de l'objet par rapport aux étoiles, personne ne pouvait tracer son orbite future avec certitude. Il ne pouvait tracer qu'une tache, un long et fin nuage de positions possibles, s'étendant à travers l'espace. Et le 22 décembre 2032, ce nuage de mai a effleuré la Terre. Ils ont donc fait les calculs. Ils ont demandé, de tous les endroits où ce rocher aurait pu se trouver ce jour-là, combien d'entre eux correspondent à l'endroit où nous sommes? La réponse a commencé modestement, puis elle s'est développée. La probabilité d'impact a grimpé jusqu'à 1%, puis l'a dépassé, puis a atteint 3%. 3%, ça ne paraît pas beaucoup. Lisez ça dans les prévisions météo
et vous laisserez votre parapluie à la maison. Mais pour un astéroïde capable de raser une ville, 3% c'est énorme. Il s'agissait de la probabilité d'impact la plus élevée jamais enregistrée pour un objet de cette taille. Pour la première fois de son histoire, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, un organisme créé précisément pour ce moment et jamais activé auparavant, a adressé une notification officielle au gouvernement du monde. Ceci n'est pas un exercice. Il y a un rocher et vous devriez le savoir. Qu'aurait-il fait cette pierre bâtie si elle était tombée sur un lieu habité? On estimait sa largeur entre 53 et 67 mètres. Une largeur affinée ultérieurement par des capteurs infrarouges capables de mesurer sa chaleur réelle. Un rocher de cette taille ne va pas détruire le monde. Elle n'obscurcit pas le ciel pendant des années ni n'anéantit les grandes familles de la vie. Son action est à la fois locale et globale. Elle arriverait chargée de l'énergie d'une puissante arme nucléaire. Et selon l'endroit où il frapperait, il pourrait raser un centre-ville, tout détruire sur des kilomètres et transformer un après-midi ordinaire en l'un des pires jours de l'histoire d'une nation. La planète survivrait. Une ville pourrait ne pas l'être. Pendant des semaines, ce nombre est resté là, obstiné et inflexible, tandis que tous les télescopes disponibles sur Terre pointaient vers ce faible point mobile et tentaient de dissiper le nuage de mai. Et puis l'histoire a pris une tournure à laquelle personne ne s'était préparé. À mesure que de nouvelles observations affluaient, l'orbite s'est précisée et la longue zone floue des positions possibles a commencé à se réduire. La partie du nuage qui recouvrait la Terre s'est amincie de plus en plus et a fini par disparaître complètement. À la mi-février, la planète était, dans le langage de ces choses, exclue. Le danger qui menaçait la Terre s'est effondré à pratiquement zéro. Les gens ont expiré. Les gros titres ont changé, mais le rocher n'avait pas bougé. Le nuage de maïs s'était simplement déplacé. Et, à mesure qu'il se déplaçait, son bord d'attaque balayait une cible différente. Cette fois, ce n'est pas la Terre, mais la Lune. Les mêmes télescopes qui avaient scruté notre planète jusqu'alors observaient désormais l'augmentation des probabilités d'impact lunaire. Tout d'abord, un peu moins de 2%. Puis, après que le télescope spatial James Webb a pointé son miroir doré sur la roche et l'a mesuré en infrarouge, le chiffre est passé à 38%. Puis, lors d'une autre observation au début de l'été 2025, il est remonté à 3%. Il y a plus d'une chance sur 24 que, ce jour de décembre 2032, cette pierre de la taille d'un immeuble percute la surface de la Lune. Pendant un temps, les astronomes se sont retrouvés dans la position étrange d'espérer presque que cela soit possible. Une planète que nous ne voulons pas voir frapper. La Lune, c'est différent. La Lune n'a aucune ville à perdre, aucune atmosphère pour réduire la roche en cendres lors de sa chute, et personne ne se tient en dessous. Un impact à cet endroit aurait creusé un nouveau cratère dans la poussière grise, d'1 kilomètre de large peut-être, et aurait envoyé un éclair de lumière à travers les 400 km qui nous séparent, éclair qui aurait pu être visible à l'œil nu depuis la Terre. Une expérience naturelle et gratuite. L'occasion d'observer en temps réel le type même d'événement qui marque cette surface depuis milliards d'années. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un spectacle de lumière imminent. Une frappe de cette ampleur aurait fait sonner la Lune comme une cloche sonnée. Un séisme lunaire d'une magnitude proche de 5 aurait projeté des débris de la surface lunaire dans l'espace environnant. Une partie de ces débris dispersés aurait pu dériver sur la trajectoire des satellites dont nous dépendons ou sur les orbites où, à ce moment-là, des astronautes pourraient vivre et travailler. Le flash aurait été magnifique. Les conséquences auraient constitué un danger que nous aurions dû prendre au sérieux. Puis, alors que le roc avait disparu depuis des mois et qu'on le croyait invisible jusqu'en 2028, une petite équipe internationale a fait quelque chose d'audacieux. Ils ont identifié 2 fenêtres de tir étroites,
en février 2026, durant lesquels Webb pourrait peut-être retrouver ce faible point sur un fond d'étoiles dont les positions étaient connues avec une précision exquise. Ils ont pointé l'une des machines les plus complexes jamais construites vers un objet quasi invisible situé à des millions de kilomètres, et ils l'ont intercepté. Les nouvelles données ont permis de resserrer l'orbite une dernière fois, et le verdict est tombé le 5 mars 2026. La sonde 2024 YR4 manquerait la Lune en passant à plus de 21,0 km de distance. Les chances de succès sur la Lune, comme celles sur Terre auparavant, tombèrent à zéro. Ainsi, le rocher qui a brièvement terrifié la planète ne fera absolument rien. Elle traversera le vide, imperturbable et sans encombre, et la plupart des gens oublieront jusqu'à son existence, mais resteront imprégnés de la trace de ce qui vient de se produire. Une pierre découverte 2 jours trop tard, à l'abri des rayons du soleil, suivie pendant plus d'1 an par l'ensemble de la communauté des astronomes professionnels, par des télescopes spatiaux valant des milliards, par un réseau mondial conçu précisément à cet effet. Et malgré toute cette attention portée à une seule pierre, la réponse continuait de changer. La Terre, alors pas la Terre, la Lune. Des chances croissantes, mais pas la Lune. Nous n'avons eu de certitude qu'à la toute dernière observation. Quelques mois seulement, avant que la question ne soit tranchée pour nous de manière brutale. Voilà le rocher que nous observions. La vérité bien plus étrange est enfouie dans ce que nous n'étions pas. 11-0 monde. Voilà le chiffre. Et il est important de le dire lentement car l'esprit a tendance à l'adoucir pour en faire quelque chose de gérable et il ne faut pas le laisser faire. 11-0 nouveaux objets de notre propre système solaire découverts en 6 semaines environ par un télescope qui n'était même pas encore officiellement opérationnel. La machine qui a permis cela se trouve sur une montagne du nord du Chili, et nous escaladerons cette montagne comme il se doit dans un chapitre ultérieur. Pour l'instant, seulement ceci. L'observatoire Rubén de la mer de Vera était encore en phase de mise en service, comme disent les ingénieurs. La longue période de rodage où l'on teste l'instrument, on l'accorde, on en trouve les défauts et on lui apprend à se comporter. La véritable enquête, la campagne décennale pour laquelle elle avait été conçue, n'avait pas encore commencé. C'était l'échauffement, les étirements avant la course. Et lors de cette phase préparatoire, en analysant environ 1 million d'observations individuelles recueillies sur une période de 6 semaines durant l'été 2025, l'équipe a soumis un seul lot de détection au Centre des planètes mineures de l'Union astronomique internationale, l'organisme officiel qui recense tout ce que nous savons se déplacer dans l'espace. Le centre les a confirmés. Plus de 11-0 astéroïdes inédits, jamais répertoriés auparavant, et environ 80 objets déjà connus, repérés lors des mêmes passages. Il s'agissait du plus important lot de découvertes d'astéroïdes, jamais soumis en une seule fois dans le monde, en une seule année. Pour se rendre compte à quel point c'est étrange, il faut avoir une idée du rythme normal. Depuis des décennies, l'effort mondial de recherche d'astéroïdes, chaque étude, chaque télescope dédié, chaque observateur patient sur chaque continent a permis de découvrir de nouveaux objets à un rythme d'environ 20 par an. C'est le résultat combiné de l'ensemble des efforts humains déployés pour rechercher des roches dans l'espace. Une bonne année, 20. Cet instrument, qui n'était pas encore pleinement opérationnel, a déjà atteint plus de la moitié du total annuel mondial en seulement 6 semaines. Le scientifique qui dirigeait les travaux de Rubin sur le système solaire, un astronome nommé Mario Uric, l'a exprimé en des termes qu'il est facile de négliger et qu'il ne faut surtout pas ignorer. Ce qui prenait autrefois des années, voire des décennies, à découvrir, a-t-il déclaré, Rubin le déterrera en quelques mois. Et un autre membre de l'équipe a eu recours à la phrase la plus ancienne et la plus usée du langage de la découverte.
Et pour une fois, ce n'était pas un cliché, mais une déclaration technique sérieuse. Selon eux, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Réfléchissez à ce que cette figure de style affirme réellement. La partie émergée d'un iceberg est la petite fraction visible au-dessus de la ligne de flottaison. L'immense corps de la chose se trouve en dessous, invisible, bien plus grand que ce que l'on voit. Ainsi, lorsque les scientifiques à la tête du plus vaste programme d'exploration jamais réalisé examinent Eleven Zero, nouveau monde découvert sur leur temps libre et parlent de la partie émergée de l'iceberg, ils révèlent quelque chose de vertigineux sur l'ampleur du corps céleste sous-jacent. Il existe un moyen de ressentir sa courbe, son accélération. Si on présente les découvertes dans l'ordre chronologique, elles se sont déroulées en 3 phases successives, et ces phases deviennent rapidement plus importantes. Le premier était minuscule. Fin 2024, à l'aide d'une petite caméra de mise en service, une sorte d'instrument provisoire a été installé en attendant que le véritable instrument soit prêt. L'observatoire a découvert 73 nouveaux objets. 73. Une salle respectable pour un seul petit programme. Une note de bas de page. Puis vint le printemps 2025, période que l'équipe a appelée « première observation », lorsque les principaux systèmes ont commencé à être mis en service et que le public a pu entrevoir pour la première fois ce que ce télescope pouvait voir. D'après les observations d'avril et de mai, le nombre est passé d'environ 73 à 500, soit déjà une augmentation de 20 fois. Puis vinrent les phases d'optimisation estivale, les derniers réglages avant les opérations réelles, qui déclenchèrent l'avalanche. 11-0-73, 500, 11-0. Mettez ces 3 nombres bout à bout et vous n'obtenez pas une liste. Vous observez une courbe qui se courbe vers le haut. La forme caractéristique d'une évolution exponentielle, la même forme qui décrit l'explosion démographique ou la propagation d'un incendie. Et à chaque étape de cette courbe, la machine fonctionnait en deçà de ses capacités. Elle prenait ses marques, apprenait à marcher avant même qu'on lui demande de courir. Ce qui fait de cela bien plus qu'un simple triomphe comptable, c'est ce que ces 11-0 objets représentent en termes physiques. La plupart sont des astéroïdes ordinaires de la ceinture principale, des débris rocheux qui orbitent dans le large espace entre Mars et Jupiter, les vestiges d'une planète qui ne s'est jamais vraiment formée. Mais, disséminés dans le hall, on trouvait des choses plus rares. 33 objets géocroiseurs, des roches dont les orbites les amènent dans notre voisinage. Aucun d'eux n'est dangereux. Tous empruntent des itinéraires surconfirmés, mais chacun représente un échantillon de la population la plus importante pour notre sécurité. Et au-delà de Neptune, dans l'obscurité glaciale où la lumière du soleil n'est plus qu'un lointain souvenir, se trouvent environ 380 objets transneptuniens, des corps glacés si éloignés et si peu lumineux que la détection d'un seul d'entre eux constitue un véritable exploit. Un membre de l'équipe du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian a décrit la difficulté d'extraire ces corps glacés lointains des données en une phrase qui frappe fort. En chercher un, a-t-il dit, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Non pas une seule meule de foin, mais un champ entier. Des millions de points lumineux vacillant dans chaque image, et parmi eux, une poignée qui ne sont ni des étoiles, ni du bruit, ni des roches connues, mais des mondes inexplorés aux confins de toutes choses. Pour les trouver, l'équipe ne pouvait pas se contenter de regarder. Il leur a fallu apprendre à un ordinateur à analyser des milliards de combinaisons possibles de ces scintillements pour se demander, pour chaque point faible, s'il pouvait s'agir du même objet observé une autre nuit, dérivant le long d'une trajectoire que personne n'avait jamais tracée. Il a fallu de nouvelles mathématiques, de nouveaux logiciels écrits spécifiquement parce que rien de ce qui existait auparavant ne pouvait suivre le rythme du flux incessant de données produit par ce télescope.
Et voici la partie qui devrait véritablement vous troubler, de la manière subtile dont le font les meilleurs faits lorsque la nuit avance. L'équipe a à peine commencé à analyser ce qu'elle a déjà. Ces 11-0 ne sont pas le résultat d'une exploitation excessive des données. Ils sont le résultat d'une première analyse, d'un survol rapide, d'un ensemble de données encore en grande partie inexplorées. Les astronomes sont loin d'avoir terminé l'analyse des observations déjà effectuées par Rubin avant même le début de la véritable campagne d'observation. Donc, 11-0 n'est pas la réponse à une question. C'est la première syllabe de 1. Et la question complète, celle à laquelle les 10 prochaines années s'attacheront à répondre, est presque trop vaste pour être appréhendée. Car si un échauffement produit 11-0, et si ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, alors le corps du phénomène, la grande masse invisible qui se trouve sous la ligne de flottaison de nos connaissances, est un nombre que nous sommes seulement en mesure, pour l'instant, d'estimer. Nous reviendrons sur cette hypothèse. C'est l'un des personnages les plus remarquables de toute cette histoire, et il a sa place vers la fin, là où vous pouvez l'emporter avec vous dans votre sommeil. Pour l'instant, retenez ces 11-0 et sachez qu'enfoui dans ce premier hall d'été se trouvait un objet si étrange qu'il devint le premier véritable travail scientifique que Rubin ait jamais publié. Un rocher qui, selon toutes les règles que nous pensions comprendre, ne devrait pas exister en un seul morceau. Imaginez un rocher de la longueur de 7 terrains de football, mis bout à bout. Une masse compacte de pierre et de métal de 710 mètres de diamètre, dévalant la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Maintenant, faites-le tourner, pas paresseusement, comme vous imaginez un astéroïde tournant sur lui-même au fil des siècles. Rapide. Tellement rapide qu'une rotation complète prend 1 minute et 53 secondes. Il s'agit de 2025 MN45 et elle n'a aucune raison de tenir le coup. Elle est issue des premières observations concrètes de Rubin, les données recueillies en avril et mai 2025 lors de la mise en service du télescope principal. Et lorsque des astronomes, dirigés par une chercheuse nommée Sarah Greenstreet, ont calculé sa période de rotation, ils ont découvert quelque chose qui enfreignait une règle. Une roche de cette taille, tournant à une telle vitesse, devrait se désintégrer. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre ce que sont réellement la plupart des astéroïdes, car la vérité est plus étrange et plus insaisissable que le mot ne le suggère. Quand on entend le mot astéroïde, on imagine généralement un seul bloc de pierre solide, un morceau de roche détaché d'un corps plus grand. Et certains le sont. Mais la majorité des gros astéroïdes, pensent désormais les astronomes, ne sont pas du tout solides. Ce sont des amas de gravats, des agrégats lâches d'innombrables petits fragments, de gravier, de rochers et de poussière, maintenus ensemble non par la force de la roche, mais par la faible et patiente attraction de leur propre gravité. Un tas de gravier volant qui peine à se tenir. Une montagne qui est en réalité un château de sable. Et un château de sable a une limite de vitesse. Si vous faites tourner suffisamment vite un objet faiblement lié, la force extérieure à sa surface, la même force qui vous plaque contre votre siège dans un virage serré, commence à dépasser la faible gravité qui maintient les pièces ensemble. Au-delà d'une certaine vitesse, les débris à l'équateur se soulèvent et dérivent au loin. L'objet ne peut pas tourner plus vite sans se disperser dans l'espace. Pour les astéroïdes de plus de 150 mètres environ, cette limite, la barrière de rotation, se situe à environ une rotation toutes les 2 heures. Plus vite que ça, et un tas de gravats vole en éclats. La règle est de 2 heures. 2025 MN45 effectue une rotation en 188 minutes. Ce n'est pas un peu excessif. Elle le dépasse d'un facteur d'environ 70. Elle effectue environ 765 rotations complètes chaque jour, tournant à une vitesse qui, pour un tas de gravats mal liés,
entraînerait une désintégration instantanée. Les morceaux se seraient détachés d'eux-mêmes depuis longtemps. Il ne resterait plus aucun astéroïde à découvrir. Et pourtant, elle est là. Ce phénomène de spin n'est donc pas qu'une simple statistique curieuse. C'est une preuve qui impose une conclusion. Cet objet ne peut pas être un tas de gravats. Il ne peut s'agir d'un tas instable maintenu uniquement par la gravité, car un tel tas ne pourrait pas survivre un seul instant à sa propre rotation. Ça doit être autre chose. Il doit être solide, ou presque, un corps unique et cohérent doté d'une réelle résistance interne. Le genre de force de cohésion que l'on trouve dans la roche solide, comme l'a clairement exprimé Greenstreet. L'astéroïde doit être composé d'un matériau suffisamment résistant pour rester intact, avec une cohésion comparable à celle de la pierre massive. Cela a plus d'importance qu'il n'y paraît, car cela soulève une question concernant l'ensemble de la population. Si le MN45 de 2025 est solide, d'où vient-il? L'idée maîtresse est la violence. Un objet aussi solide et aussi rapide peut être un fragment. Un fragment s'est détaché de l'intérieur dense d'un astéroïde parent beaucoup plus gros lors d'une collision catastrophique survenue il y a fort longtemps, au premier temps tumultueux du système solaire, lorsque les corps s'entrechoquaient constamment. Les couches externes d'un gros astéroïde peuvent être friables et abîmées, mais son noyau peut être solide et résistant. Brisez ce corps et vous disperserez des fragments de son cœur dur sur la ceinture. Cette petite toupie géante pourrait être l'un de ces éclats, un fragment d'un noyau ancien, portant dans sa structure même la mémoire d'une collision, survenue avant même que l'on puisse la voir. Mais voici ce qui transforme une simple pierre étrange en quelque chose de plus grand. Il n'était pas seul. Dans ce même ensemble de données préliminaires, couvrant la même période d'avril et mai 2025, l'équipe en a trouvé 18 autres. Au total, 19 rotors rapides, chacun d'eux plus long qu'un terrain de football américain. Tous ceux qui pédalent plus vite que la barre des tours. Toueurs disent que c'est normal. Et 3 de ces 19 appareils effectuent une rotation complète en moins de 5 minutes. L'un d'eux, désigné 2025 MK41, effectue un tour toutes les 78 minutes. Un autre, un objet géocroiseur, tourne encore plus vite. L'étude complète, les premiers résultats scientifiques formels jamais publiés par Roben, présentaient 76 astéroïdes et leur période de rotation, et a été publiée dans les lettres de l'Astrophysical Journal début janvier 2026. Le tout était basé sur 9 nuits d'observation. Quelques heures d'observation au télescope, réparties sur une semaine et demie. Quelques heures. Et dans cette mince bande de terre, tout un petit zoo d'objets qui, selon les anciennes règles, ne devrait pas être possible. Pourquoi le spin est-il si important que les astronomes lui ont consacré toute une étude? Parce que la rotation est une empreinte digitale. Il est impossible de se rendre en avion jusqu'à la ceinture d'astéroïdes et de casser ces roches pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous pouvez les voir se retourner. Et la vitesse à laquelle une chose tourne, surtout lorsqu'elle tourne plus vite qu'elle ne le devrait, trahit silencieusement sa composition, sa force interne, sa cohésion, qu'il s'agisse d'un éclat solide ou d'un tas informe, qu'elle ait été brisée et réassemblée, ou qu'elle n'ait jamais été brisée. La courbe lumineuse, l'assombrissement et l'éclaircissement rythmique qui se produisent lorsqu'une roche irrégulière roule et capte la lumière du soleil sous différents angles, est une sorte de pulsation lente. Et dans cette impulsion est inscrite toute l'histoire structurelle de l'objet. Pendant 2 siècles, nous avons catalogué les astéroïdes principalement comme des points, une position, une orbite, un nom. Nous savions où ils se trouvaient et à peu près quelle était leur taille. Ce qu'ils étaient réellement à l'intérieur restait en grande partie une supposition appliquée en masse à l'ensemble de l'essaim. Imaginez maintenant un instrument capable de mesurer la rotation non pas de 19 rotors rapides, mais de milliers d'entre eux.
des dizaines de milliers d'appareils capables de prendre le pouls de toute la ceinture d'astéroïdes et de lire l'empreinte structurelle de chaque roche, suffisamment précise pour être enregistrée. L'image qui se dégagera ne sera pas un catalogue de points. Ce sera une population avec du caractère, de la diversité, des sous-groupes, des familles, des histoires, des fragments solides, des tas de gravier et tout ce qu'il y a entre les deux. 2025 MN45 est le premier indice de cette image. Une unique pierre impossible à tourner dans l'obscurité depuis on ne sait combien de temps, attendant un œil assez rapide pour la surprendre en mouvement. Et l'œil qui l'a captée est une machine différente de toutes celles que nous avons pointées vers le ciel jusqu'à présent. Il existe une crête dans les Andes chiliennes appelée Cerro Pacón. Il culmine à 2647 mètres au-dessus de la mer, une altitude suffisante pour que l'air se raréfie et que le froid soit mordant. Et la plupart des nuits, le ciel au-dessus de lui est aussi noir et stable que n'importe quelle fenêtre sur l'univers qui existe sur cette planète. La raison en est le désert qui se trouve en dessous. Le nord du Chili abrite certaines des terres les plus arides de la planète, des endroits où la pluie se mesure en décennies. L'air sec contient peu de vapeur d'eau, et c'est la vapeur d'eau qui floute et obscurcit les étoiles. Qu'est-ce qui transforme la lumière des étoiles en une brume douce et tremblante? Éliminez l'eau de l'air. Élevez-vous au-dessus des couches les plus épaisses et les plus turbulentes de l'atmosphère, et le ciel se stabilise. Les étoiles cessent de scintiller et se consument. C'est pourquoi les grands observatoires de l'ère moderne se regroupent le long de ces crêtes sud-américaines. La montagne n'est pas qu'un simple lieu où se tenir debout. Il s'agit d'un filtre qui élimine les interférences atmosphériques, 1 kilomètre d'altitude à la fois. Sur Cerro Pachón, ils ont construit l'observatoire Vera C. Rubin et, en son cœur, se trouve le télescope Simony Survey, nommé d'après une famille dont la fortune a contribué à son financement. Mais le nom est ce qu'il y a de moins intéressant. Ce qui compte, c'est le tour de force qu'il accomplit, un tour de force que la plupart des grands télescopes sont tout simplement incapables de réaliser. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'astronomie, il fallait choisir. On pourrait construire un télescope capable de voir très loin, de capter la faible lumière ancienne des objets les plus lointains en fabriquant un miroir gigantesque. Ou alors, vous pourriez en construire un qui offre un large champ de vision, qui embrasse une vaste portion de ciel dans un seul cadre, mais pas les deux. Les grands télescopes profonds scrutent un minuscule fragment de ciel à travers un trou de serrure, étudiant avec une précision exquise, tandis que le reste de la voûte céleste demeure inobservé. Les instruments à grand champ couvrent de vastes étendues du ciel, mais ne peuvent atteindre les objets faibles et éloignés en profondeur ou en largeur. Vous en avez choisi un et vous avez vécu avec l'autre. Rubin refuse ce choix. Son miroir principal mesure 8, four M de diamètre, suffisamment grand pour capter la faible lumière d'objets réellement distants et ainsi voir en profondeur. Mais sa conception optique, une disposition inhabituelle de 3 miroirs fonctionnant de concert, lui permet également de voir à grande distance. En une seule prise de vue, elle capture une portion de ciel suffisamment grande pour contenir 45 pleines lunes. 45. Levez la main vers le ciel nocturne et la lune se cache derrière votre plus petit ongle. Imaginez maintenant capturer dans une seule image une région suffisamment large pour en contenir 45 et avec un miroir assez grand pour atteindre simultanément les objets faibles et éloignés. Profondeur et largeur réunies dans une seule machine. C'est cette combinaison qui lui permet de trouver Eleven zéro monde en 6 semaines. Il ne s'agit pas de regarder par le trou d'une serrure. Il photographie le ciel par grandes et profondes gorgées. Et pour enregistrer ces gorgées, ils ont construit la plus grande caméra jamais conçue. Les chiffres qui le décrivent cessent de ressembler à un appareil photo
et commence à ressembler à un véhicule. Son capteur résout 2 milliards de pixels, soit 2 GP, dans une seule image. L'instrument complet pèse environ 0 kg, soit à peu près la masse d'une petite voiture, et il a à peu près la même taille. Derrière son objectif se trouvent 189 détecteurs individuels assemblés en une vaste surface de captation de la lumière. Chacun d'eux est un capteur sophistiqué à part entière, tous travaillant de concert comme un seul œil. Pour saisir l'ampleur de sa production, essayez de regarder l'une de ces images en taille réelle. Une seule photographie prise avec cet appareil contient tellement de détails que pour l'afficher sans rien perdre, il faudrait un mur d'environ 400 téléviseurs ultra haute définition disposés en grille, tous allumés, tous affichant une partie d'une seule image. Une seule nuit d'image suffirait à recouvrir ce mur plusieurs fois. Prenez du recul par rapport aux spécifications un instant et ressentez l'étrangeté de l'objet lui-même. C'est en un sens une chose absurde. Une caméra de la taille d'une voiture, refroidie, étanche et conçue, avec une précision que la plupart des machines n'atteignent jamais. Traîné au sommet d'une montagne désertique, il fut boulonné à un télescope de la hauteur d'un immeuble. Tout pointait vers l'obscurité. Chaque composant existe dans le seul but de capturer des photons. Capter la faible lumière diffuse d'objets si éloignés ou si sombres que l'œil humain non averti ne saurait jamais les voir. Un rocher qui tourne dans la ceinture d'astéroïdes, un corps glacé dérivant au-delà de Neptune. Une galaxie dont la lumière l'a quitté avant même la formation de la Terre. Toute cette lumière tombant sur une crête désertique, captée par un œil immense. Il y a quelque chose de presque tendre dans sa conception, si on se permet de la percevoir ainsi. Les êtres humains, qui ne peuvent percevoir qu'une infime partie de la lumière existante, et seulement la fraction la plus brillante et la plus proche de ce qui nous entoure, ont décidé que cela ne suffisait pas. Ils se sont donc dotés d'un œil supérieur à celui que l'évolution leur avait donné, plus grand, plus froid et plus patient. Et ils le portèrent aussi haut qu'ils le purent, et le pointèrent vers tout ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Les détecteurs eux-mêmes vivent dans un froid industriel profond. Pour éviter que leur faible chaleur électronique n'étouffe le murmure de lumière qu'ils tentent d'enregistrer, ils sont refroidis à environ 100 degrés, maintenus là, nuit après nuit, par un système de refroidissement qui ne s'arrête jamais. La chaleur, c'est du bruit. Dans l'univers de ces capteurs, un détecteur chaud émet une douce lueur infrarouge et s'aveugle lui-même. L'appareil photo n'est donc pas seulement imposant, il est figé, un bloc de grand hiver transporté au sommet d'une montagne désertique pour que le froid puisse acheter son silence. Et dans ce silence, les sons les plus faibles peuvent enfin se faire entendre. Et chaque surface sur son passage est façonnée avec une précision qui défie l'entendement. Les miroirs sont polis avec une telle finesse que si l'on agrandissait le plus grand d'entre eux à la largeur d'un continent, la différence entre sa plus haute bosse et son plus profond creux serait inférieure à la taille d'une personne. La lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années, depuis des objets qui n'existent peut-être plus, arrive sur cette crête et se réfléchit sur une surface qui correspond presque à la perfection de son voyage. Rien dans cette machine n'est anodin. Chaque courbe, chaque revêtement, chaque degré de froid est là pour protéger un signal si faible qu'il pourrait être détruit par une empreinte digitale ou un souffle. Mais un œil exceptionnel ne représente que la moitié de ce qui rend Ruben extraordinaire. Un miroir qui capte la lumière et une caméra qui l'enregistre constitueraient à eux seuls un télescope conventionnel, magnifique mais lent, étudiant le ciel image par image pendant de longues minutes. Ce qui rend cette machine véritablement novatrice, ce n'est pas sa qualité de vision, c'est sa vitesse de déplacement. La plupart des grands télescopes sont volontairement lents. Pour pointer l'un des plus grands instruments de recherche au monde vers une nouvelle cible,
On fait pivoter toute la structure, des centaines de tonnes de verre et d'acier, et ensuite on attend. Vous attendez que la situation se stabilise, que les infimes vibrations s'estompent, que les optiques cessent de trembler. Car au grossissement auquel ces machines fonctionnent, le moindre tremblement rend l'image inutilisable. Un simple rejointoiement peut prendre environ 10 minutes. Le télescope passe une grande partie de la nuit non pas à observer, mais à attendre de pouvoir observer. Rubin le fait en environ 5 secondes. Ce chiffre est le moteur secret de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Là où un télescope traditionnel passe lentement d'une cible à l'autre, Rubin claque des doigts. Il a été conçu dès le départ pour rester en mouvement toute la nuit, pour se diriger vers une nouvelle portion de ciel, s'y fixer, l'exposer, puis se diriger à nouveau vers un rythme plus proche d'un battement de cœur que de la lente cérémonie de l'astronomie classique. L'ensemble de la structure est conçu de manière trapue, rigide et équilibrée afin de pouvoir accélérer, ralentir et s'arrêter sans le long temps de stabilisation qui paralyse les autres instruments. Il n'étudie pas le ciel, il le patrouille. Et grâce à ce mouvement, il peut accomplir une chose qu'aucun télescope auparavant ne pouvait faire à cette échelle. Il peut photographier l'intégralité du ciel visible, encore et encore, nuit après nuit, pendant 10 ans. Voilà le sondage. Il a été construit pour l'étude historique de l'espace et du temps. Le plan consiste à balayer tout le ciel austral environ toutes les 2 ou 3 nuits, en revenant sans cesse sur chaque portion pour construire non pas un simple portrait du ciel, mais un film de l'univers s'étalant sur 10 ans, composé de milliers d'images, dans lequel tout ce qui bouge, s'illumine ou disparaît peut être saisi sur le vif. Le flot de données ainsi généré est difficile à appréhender. Environ 20 téraoctets chaque nuit. 20 terab, c'est le genre de chiffre qui glisse sur le cerveau. Alors, ancrez-le. Cela représente bien plus d'informations que la plupart des gens n'en produiront en une vie entière, malgré les photographies et les vidéos collectées entre le crépuscule et l'aube chaque nuit claire pendant une décennie. Et l'affirmation de l'équipe concernant le panthéon cumulatif est celle qui se vérifie véritablement. Dès sa première année, Rubin devrait recueillir plus de données astronomiques que tous les autres télescopes terrestres n'en ont collecté durant toute leur décennie de fonctionnement réunis. Un instrument, une année, qui surpasse toute l'histoire de l'astronomie terrestre qui l'a précédé. Mais les données brutes, aussi vastes soient-elles, ne sont que du poids. Ce qui lui donne vie, c'est ce qui lui arrive à l'instant précis où elle se pose. Chaque nuit, à mesure que les images affluent, des systèmes automatisés comparent chaque nouvelle image à tout ce qui a été vu précédemment pour cette même portion de ciel. Tout ce qui a changé, un point lumineux qui s'est déplacé, une étoile qui a brillé, une chose qui est apparue là où il n'y avait rien, déclenche une alerte. Pas finalement, environ 1 minute après que les photons aient atteint le détecteur. Et ces alertes ne sont pas archivées pour qu'un scientifique les découvre le lendemain matin. Elles sont diffusées dans le monde entier en quasi-temps réel. Des millions d'entre elles chaque nuit, diffusées en direct aux institutions et aux observateurs du monde entier, afin que tous ceux qui les regardent puissent réagir pendant que l'événement se déroule. Asseyez-vous avec cette taille. Des millions d'alertes chaque nuit. Le système a une fois envoyé une première vague de plus de 800 notifications aux astronomes qui, selon un auteur, les ont découvertes au réveil comme nous autres, au son d'un téléphone qui vibre. Sauf que les messages ne venaient pas d'amis, mais de l'univers, chacun disant quelque chose qui venait de changer. C'est le changement le plus profond que représente cette machine, plus profond encore que sa taille, et il vaut la peine de la laisser se stabiliser lorsque la nuit s'apaise. Depuis toujours, le ciel nocturne a fonctionné pour la plupart d'entre nous comme un élément fixe, un décor. Les mêmes cycles que nos ancêtres ont nommés
revenant saison après saison, si fiables que nous avons bâti des calendriers, des mythes et des religions entières sur leur constance. Les étoiles incarnaient la permanence même. Quand nous cherchions une métaphore pour quelque chose qui ne changeait jamais, nous nous tournions vers eux. Cette image n'a jamais été qu'une illusion, un produit de nos vies courtes et de notre faible vue. Le ciel n'était jamais immobile. Elle grouillait de mouvements et de changements, avec des rochers qui dérivaient, des étoiles qui explosaient et des objets qui s'illuminaient et disparaissaient. Tout cela se produit en continu et presque rien n'est visible pour nous. Nous ne pouvions tout simplement pas observer assez vite, assez largement ou assez profondément pour voir le ciel pour ce qu'il est. Non pas un décor, mais un organisme qui frémit et se déplace dans toutes les directions à chaque instant. Ruben est le premier instrument capable de tout observer d'un seul coup et de continuer à observer. Il transforme le champ d'étoiles statique en un système surveillé, un panneau d'alarme vivant, un ciel qui signale ses propres changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Le tableau figé devient un aliment. Le décor permanent devient une veille patiente, incessante, toute la nuit, sur tout ce qui bouge. Il y a une raison pour laquelle le travail doit être confié à des machines plutôt qu'à des personnes. Et il ne s'agit pas seulement du volume, mais aussi de la vitesse des choses poursuivies. Un astéroïde dérivant près de la Terre pourrait n'être visible qu'une nuit ou deux avant de s'éloigner ou de disparaître. Une explosion lointaine dans une autre galaxie pourrait s'illuminer et s'assombrir au fil des jours. Si vous attendez le lendemain matin pour consulter les données, l'objet que vous deviez repérer aura peut-être déjà disparu. Son moment de visibilité fut éphémère, les images restant inexploitées. La comparaison doit donc se faire sur le moment. L'alerte doit être donnée immédiatement et la réponse doit suivre pendant que la lumière est encore visible. Tout le système repose sur un seul fait incontestable. L'univers n'attend pas que nous prenions le temps de le regarder. Et ainsi se tisse une étrange relation nouvelle entre nous et l'obscurité. Nous ne visitons plus le ciel de temps à autre pour le photographier quand nous y pensons. Nous le surveillons en permanence, comme on surveille une maison endormie, attentif au moindre bruit, signe que quelque chose a bougé dans une pièce invisible. Et une fois qu'on peut observer le ciel ainsi, on commence à comprendre combien de choses nous échappaient pendant notre sommeil. Comme ce pouvoir est récent, et comme il est étrange que, pendant les 2 siècles qui l'ont précédé, le travail de détection des objets en mouvement dans l'obscurité ait été effectué non pas par des machines, mais par des êtres humains, une paire d'yeux patients à la fois. Pour mesurer le chemin parcouru en une seule décennie, il faut remonter aux origines de cette chasse, à une nuit d'hiver clair en Italie, avec un moine observant à la longue vue, 200 ans, avant que la première alerte ne soit diffusée. La première nuit du XIXe siècle, le 1er janvier 1801, un prêtre catholique était assis devant un télescope dans un observatoire de Palmo, sur l'île de Sicile, et remarqua un faible point lumineux qui n'aurait pas dû se trouver là où il était. Il s'appelait Joseph Piazzi, un moine et un astronome. Et ce soir-là, il ne cherchait rien de grandiose. Il accomplissait un travail patient et ingrat, cartographiant la position des étoiles, répertoriant un à un les points fixes du ciel. Mais ce point précis n'a pas été réglé. Lorsqu'il regarda à nouveau le lendemain soir, il constata qu'elle avait légèrement bougé sur le fond immobile des étoiles qui se détachaient derrière elle. Il regarda à nouveau. Il avait bougé à nouveau, un point lumineux mouvant. Patsy pensait, à juste titre, qu'il avait trouvé une comète. Il ne l'avait pas fait. Il avait découvert le premier astéroïde. L'objet qu'il a suivi durant ces nuits d'hiver était Céri, le plus grand corps de ce que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes, un petit monde d'environ 900 km de diamètre, suffisamment rond pour que nous le classions aujourd'hui comme une planète naine. Mais en 181, personne ne savait que de telles choses existaient.
Le système solaire, tel qu'on le comprenait à l'époque, était un endroit bien rangé. Le Soleil au centre, les planètes connues tournant autour de lui sur leurs orbites majestueuses, et voilà l'architecture de la création. Il n'existait aucune catégorie pour un petit monde rocheux dérivant dans l'espace entre Mars et Jupiter, car personne n'en avait jamais vu. Le faible point mobile de Piazzi fut la première fissure dans ce tableau bien net. Ce fut la découverte que le système solaire n'était pas seulement composé d'une poignée de planètes et de leurs lunes, mais d'un endroit parsemé de petits corps célestes. D'innombrables rochers et blocs de glace suivaient leur propre chemin dans l'obscurité. Ce soir d'hiver en Sicile, il a ouvert un catalogue que nous n'avons cessé de remplir depuis. Plus de 2 siècles plus tard, grâce à des télescopes qui découvrent 11 nouvelles entrées en 6 semaines. Nous continuons d'ajouter des éléments à cette même liste. Piazzi a commencé avec une simple comète qui s'est avérée être quelque chose d'encore plus étrange. Mais il faut bien comprendre ce que signifiait la découverte à son époque et pendant la longue période qui a suivi, car cela ne ressemble en rien aux alertes automatisées qui fusent ce soir d'une montagne chilienne. Piazzi a découvert que chaque découverte était alors faite à l'œil nu par un être humain assis à un oculaire dans le froid, observant, notant les positions à la main et surtout en se souvenant. Il devait se rendre compte qu'un point lumineux s'était déplacé, ce qui impliquait de se souvenir du ciel de la nuit précédente ou de le noter et de le comparer à celui de la nuit même. L'instrument capta la lumière. La découverte est restée dans l'esprit de l'astronome pendant la majeure partie du siècle et demi suivant. La méthode s'est perfectionnée, mais a conservé ce même goulot d'étranglement humain en son centre. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les astronomes disposaient d'un nouvel outil puissant, la plaque photographique. Au lieu de regarder à travers un oculaire et de se fier à leur mémoire, ils pourraient exposer une plaque de verre recouverte de produits chimiques photosensibles à une portion de ciel, capturant ainsi chaque étoile de cette région comme un enregistrement permanent. Puis, quelques semaines plus tard, ils pouvaient photographier à nouveau la même zone et comparer les deux. La comparaison elle-même devint un art, et un art particulièrement exigeant. Pour détecter un objet en mouvement, un astronome place 2 plaques du même champ d'étoiles, prises à des moments différents, dans un appareil appelé comparateur de clignotement. La machine alternait rapidement entre les 2 images, affichant d'abord l'une, puis l'autre, puis de nouveau la première. Les étoiles fixes, placées à des positions identiques sur les 2 plaques, resteraient parfaitement immobiles, mais tout ce qui aurait bougé entre les 2 expositions, un astéroïde, une comète, un monde jusque-là inconnu, semblerait faire des allers-retours, sautant entre ces 2 positions, tandis que tout autour resterait stable. Un œil humain observant ce clignement d'œil pourrait capter ce point unique parmi des milliers qui refusaient de rester immobiles. Voici comment cela s'est fait. Heure après heure, une personne penchée sur un comparateur, observant le scintillement des étoiles, attendant le moindre changement qui indiquerait qu'un objet bougeait là-haut. Chaque astéroïde découvert depuis des générations est le fruit de ce processus. Le travail humain, la patience humaine, le regard humain s'étirent sur plusieurs semaines entre 2 expositions. La découverte peut prendre des mois entre la première plaque et la confirmation de l'orbite. Le ciel livrait lentement ces objets en mouvement, un à un, aux personnes prêtes à rester assises dans le noir et à regarder jusqu'à ce que leurs yeux leur fassent mal. C'était un beau travail à sa manière. Lente, méthodique, profondément humain, et il n'aurait jamais pu trouver 11 objets en 6 semaines. En une vie entière d'efforts consacrés à l'ensemble de la profession, on a à peine réussi à trouver 11 objets. Ce qui a permis de lever le goulot d'étranglement, ce n'est pas un télescope plus grand. C'était un regard différent. À partir des années 1980 et de façon accélérée tout au long des années 1990,
L'astronomie a franchi un seuil qu'elle ne pourra plus jamais franchir. La plaque photographique en verre, cette élégante mémoire chimique, a cédé la place au capteur numérique. La même technologie de base qui se retrouverait plus tard dans tous les appareils photo de téléphone portable de la planète. La lumière n'atteignait plus les produits chimiques à développer dans une pièce obscure. L'objet est tombé sur des détecteurs électroniques qui l'ont instantanément transformé en chiffres, en données lisibles par un ordinateur. Et une fois que le ciel n'était plus que chiffres, le comparateur de clignotement pouvait être remplacé par un logiciel. Un ordinateur pourrait prendre deux images numériques du même champ et les comparer non pas avec l'espoir qui vacille comme un œil humain, mais par de froids calculs arithmétiques, en soustrayant l'une de l'autre, en signalant automatiquement et inlassablement tout ce qui a bougé, sans fatigue oculaire ni distraction. L'astronome n'avait plus besoin d'observer le clignement. La machine surveillait la situation et n'appelait l'humain que lorsqu'elle détectait quelque chose. C'est à ce moment-là que la recherche d'astéroïdes a cessé de se faire à l'œil nu. Le moment où le travail est passé de la patience des individus à la vitesse du silicium. La veille solitaire de pied à l'oculaire et les longues générations de comparateurs de plaques qui lui ont succédé ont été discrètement retirés du service. Leur méthode rendue obsolète par des détecteurs qui ne clignaient jamais et ne se fatiguaient jamais. Ce qui suivit, ce ne fut pas un seul télescope, mais une véritable flotte d'entre eux chassant de concert. Transformer le lent art de la découverte en quelque chose qui fonctionnait comme une usine. Et ce sont ces chasseurs qui ont œuvré tout au long des années 2000 et 2010 qui ont commencé à saisir la véritable ampleur de ce qui nous attendait dans l'ombre. Une fois que les machines ont pu effectuer les comparaisons, la chasse est devenue industrielle. Durant les dernières années du XXe siècle et les premières décennies de celui-ci, une série de programmes d'exploration dédiés ont vu le jour, la plupart sous le ciel clair et sombre du sud-ouest américain, transformant la découverte d'astéroïdes d'une activité artisanale en une véritable chaîne de production. Leur nom sonnait comme du code, et en un sens, ils étaient Spacewatch, l'un des premiers à utiliser des capteurs numériques pour détecter les objets en mouvement. L'IGNIAR, un programme qui, pendant des années, a découvert plus d'astéroïdes que quiconque sur Terre, scrutant le ciel nuit après nuit avec une efficacité automatisée, et le Catalina Sky Survey, opérant depuis les montagnes près de Tucson, qui est devenu l'un des programmes de détection d'astéroïdes les plus productifs de l'histoire. Ces programmes partageaient une même philosophie. N'attendez pas que la découverte vienne à vous. Allez-y et récoltez-le. Pointez les télescopes vers le ciel. Que le logiciel repère les objets en mouvement, les confirme, calcule leurs orbites et les intègre au catalogue en constante expansion chaque nuit claire, selon un calendrier régulier, comme pour une culture. Ils ont trouvé des dizaines de milliers d'objets. Ils ont cartographié le système solaire interne comme jamais auparavant. Et ils l'ont fait avec une fraction du personnel qu'il aurait fallu à l'époque pour comparer les plaques, car ce sont les machines qui effectuaient la recherche. Mais tous les yeux ne voient pas la même chose, et les chasseurs apprennent à se spécialiser. Depuis l'île de Maui, à Hawaï, un instrument appelé Pan-STARRS a balayé d'immenses portions du ciel grâce à son large champ de vision, ratissant large pour capturer tout ce qui bougeait. Sa force résidait dans sa capacité à couvrir de vastes régions du ciel et à capter tout ce qui y dérivait. Un autre programme, Atlas, a été conçu autour d'un objectif unique et urgent. Son nom désigne approximativement un système conçu pour donner l'alerte en cas d'astéroïde susceptible de nous percuter. Là où d'autres relevés cartographiaient l'ensemble de la population à loisir, Atlas surveille spécifiquement les impacteurs entrants, les roches sur une trajectoire de collision, scrutant le ciel suffisamment fréquemment pour pouvoir, en principe,
repérer un petit astéroïde dans les jours ou les heures précédant son arrivée, donnant au moins un avertissement avant un impact. Et puis, il y avait une façon de voir les choses fondamentalement différentes, l'une qui a résolu un problème que les autres n'ont pas pu résoudre. Tous les télescopes dont nous avons parlé jusqu'à présent captent la lumière invisible, la même lumière que vos yeux utilisent. Elles détectent les astéroïdes car ils réfléchissent la lumière du Soleil vers nous. Et cela crée une ambiguïté dangereuse, un plancher intégré à la méthode même. Prenons deux astéroïdes, l'une est grande mais sombre, une roche noire de suie qui absorbe la lumière du Soleil et n'en réfléchit presque pas. L'autre est petite mais brillante, une pierre pâle qui renvoie une grande partie de la lumière qui la frappe. Observés en lumière visible depuis la Terre, ces deux objets pourraient paraître identiques. La même faible lueur, le même point sur l'image. Une petite pierre brillante et une grosse pierre sombre peuvent être indiscernables pour un télescope qui ne mesure que la lumière réfléchie, car la luminosité seule ne permet pas de savoir si l'on observe un gros objet sombre ou un petit objet brillant. Cette ambiguïté n'est pas purement théorique. C'est précisément ce genre d'erreur qui peut nuire à une ville. Si vous repérez un astéroïde peu lumineux et que vous supposez, parce qu'il est faiblement brillant, qu'il est petit et inoffensif, vous venez peut-être d'ignorer un gros rocher sombre capable de dévaster une région entière. Sous-estimer la taille, c'est sous-estimer le danger. Ce qui rend un astéroïde dangereux, difficile à repérer, son obscurité, le fait aussi paraître plus petit et moins dangereux qu'il ne l'est. La solution consistait à cesser de s'intéresser à la lumière réfléchie et à commencer à s'intéresser à la chaleur. Un télescope spatial appelé NEWISE, fonctionnant dans l'infrarouge, a fait exactement cela. Tout objet du système solaire, même faiblement chauffé par le Soleil, brille dans l'infrarouge. Il dégage de la chaleur. Et surtout, la quantité de chaleur émise par un objet dépend de sa taille et de sa température réelle, et non de la brillance de sa surface. Un gros astéroïde sombre, invisible au point de se camoufler, brille d'une lumière imperceptible dans l'infrarouge, car il est grand et chaud. Sa chaleur révèle sa véritable taille, d'une manière que la lumière réfléchie ne pourrait jamais. C'est pourquoi l'infrarouge a tout changé pour la défense planétaire. Cela a dissipé l'ambiguïté. Il permettait aux astronomes de mesurer non seulement la position d'une roche et sa luminosité apparente, mais aussi sa taille réelle. Les objets sombres et dangereux que les relevés effectués en lumière visible pourraient qualifier de petits ne pouvaient plus se cacher derrière leur propre obscurité. Leur chaleur les a trahis. Ensemble, au cours des années 2000 et 2010, ces enquêtes ont permis de constituer le catalogue sur lequel nous nous appuyons actuellement. Les vastes filets, les avertisseurs d'impact et les détecteurs de chaleur, chacun couvrant une faiblesse différente des autres, cartographient collectivement les roches du système solaire interne et remplissent progressivement la carte. Au moment où Ruben a été mise en marche, la population connue d'objets géocroiseurs se chiffrait en dizaines de milliers, et le taux de découverte avait atteint le chiffre que nous avons rencontré précédemment, soit environ 20 nouveaux objets, tous programmes confondus, lors d'une bonne année. Ce fut un triomphe, un véritable triomphe. La transformation du simple point hivernal de Piazzi en une machine mondiale coordonnée, découvrant 20 objets par an, est l'une des grandes réussites discrètes de la science moderne. Et les personnes qui ont réalisé ces enquêtes méritent d'être reconnues comme celles qui, les premières, ont pris la menace au sérieux et ont accompli le travail patient de la cartographier. Et pourtant, malgré tout leur succès, tous ces télescopes, qui ont travaillé ensemble pendant des décennies, n'ont trouvé qu'une fraction de ce qu'ils cherchaient. Eux aussi le savaient. Les chasseurs furent les premiers à comprendre, au vu du rythme auquel ils découvraient sans cesse de nouveaux objets, que l'obscurité qui nous entourait
recelait bien plus que ce que contenait le catalogue. Chaque nouvelle étude découvre des objets que les précédentes avaient manqués, ce qui ne peut signifier qu'une chose. La population est plus importante que ce que chacune d'elles avait recensé. Quelle est la gravité d'une question dont la réponse, précise et troublante, est inscrite dans la loi puis discrètement bafouée? Un gouvernement avait fait une promesse concernant la part exacte de cette population cachée que nous allions découvrir et dans quel délai. L'échéance est arrivée. La date limite est passée. Et l'écart entre ce que nous avions promis de trouver et ce que nous avons réellement trouvé, c'est le vide qui se trouve au cœur de chaque estimation de notre niveau de sécurité réel. Il existe un chiffre qui marque la limite entre une mauvaise journée et une catastrophe. Il mesure 140 mètres. C'est approximativement le diamètre à partir duquel un astéroïde cesse d'être un problème local et devient un problème régional. En dessous, une grève est terrible mais contenue. Une ville, une portion de côte, un seul événement terrible. À partir de 140 mètres, l'échelle change. L'impact d'un rocher de cette taille libérerait une énergie comparable à celle d'une arme nucléaire majeure. De quoi dévaster une zone de la taille d'un petit pays, de raser une région plutôt qu'une ville, de bouleverser la vie de toute une nation en une seule matinée. Non pas une extinction, non pas la fin du monde, mais une blessure d'une ampleur qu'aucune nation n'a jamais subie en temps de paix. Ce sont les objets qui comptent le plus. Assez grands pour causer des dommages à l'échelle continentale, assez petits et assez nombreux pour être vraiment difficiles à trouver. Et en 2005, le Congrès des États-Unis a décidé que nous devions savoir où ils se trouvaient tous. La loi était précise. Elle a enjoint la NASA de recenser 90% de tous les objets géocroiseurs de 140 mètres et plus, et ce, d'ici à 2020. C'était un objectif judicieux, fondé sur un raisonnement pertinent. Si l'on parvient à répertorier 90% des astéroïdes de taille moyenne dangereux et à confirmer leurs orbites, on peut affirmer avec une confiance réelle si l'un d'entre eux représente une menace pour nous au cours des prochaines décennies. Vous pouvez remplacer la peur par l'arithmétique. Vous pouvez constater que 2020 est arrivé, que la date limite est passée et que nous étions loin du compte. Les estimations évaluées par des pairs du nombre de ces objets de 140 mètres que nous avions réellement trouvés au moment où la date limite est arrivée et après ne se sont pas regroupées autour de 90%, elles se sont regroupées autour de 38 à 40%. Comparez ces deux chiffres et laissez l'écart se creuser. L'objectif était de 90. La réalité était plus proche de 40. Nous avions trouvé au mieux un peu plus d'un tiers des astéroïdes dangereux de taille moyenne dans notre propre voisinage, dans les délais que nous nous étions fixés en pleine connaissance des enjeux. Il ne s'agit pas d'une histoire d'échec par négligence. Les équipes de recherche que nous avons rencontrées dans le chapitre précédent ont travaillé dur et ont trouvé un nombre considérable d'objets. Ce manque de résultats était dû à la difficulté même de la tâche et aux limites des instruments utilisés pour l'accomplir. Ces roches sont sombres, ils sont loin. Ils passent une grande partie de leur temps perdu dans l'éclat du soleil ou en dessous du seuil de détection des télescopes qui les traquent. Trouver les plus faciles et rapides. Trouver la dernière, la plus faible et la plus mal placée fraction d'une population devient exponentiellement plus difficile à mesure que l'on creuse. Les sondages ont atteint 90%, mais la physique du problème les a limités à 40%. Cependant, la conséquence est la même quelle que soit la cause. 6 astéroïdes dangereux de taille moyenne sur 10 dans notre partie du système solaire restent totalement inconnus, non pas mal compris, non pas suivis approximativement, mais inconnus, invisibles, dérivant sur des orbites qu'aucun télescope n'a jamais cartographiées. En chiffres absolus, nous ne pouvons qu'estimer en fonction du rythme auquel nous découvrons sans cesse de nouveaux exemples.
La majorité des objets susceptibles de causer des dommages régionaux à la Terre ne sont, à l'heure où vous écoutez ces lignes, ni répertoriés ni recensés. Il vaut mieux avoir les yeux fixés sur ce que cela signifie plutôt que d'en avoir peur, car la vérité est plus intéressante que l'alarme. Cela ne signifie pas qu'une grève est imminente. Les chances restent très faibles chaque année, car l'espace est immense, et la Terre est une petite cible, et la plupart de ces roches passeront toute la durée de vie du système solaire sans jamais s'approcher de nous. Le danger que représente un astéroïde inconnu donné, chaque année, est infime. La signification de cet écart est plus subtile et, à sa manière, plus inquiétante. Cela signifie que nos modèles de risque présentent une lacune en leur centre. Lorsque les scientifiques calculent la probabilité d'un impact dommageable au cours du siècle à venir, ils travaillent avec un catalogue dont ils savent qu'il est complet à environ 40% pour la classe de taille la plus dangereuse. Les 60% restants ne présentent pas un risque nul. Il s'agit d'un risque non mesuré. Un espace vide dans le registre où des objets que nous n'avons jamais vus suivent des orbites que nous n'avons jamais calculées. N'importe laquelle de ces dates pourrait en principe croiser la nôtre à une date donnée. Nous n'avons aucun moyen de le prédire, car nous ignorons l'existence de cet objet. C'est la différence entre une pièce sombre que vous avez fouillée et une pièce sombre que vous n'avez pas fouillée. La pièce non couverte n'est pas nécessairement plus dangereuse. Mais on ne peut pas dire que ce soit sans danger, et cette incertitude constitue un fardeau en soi. Pendant 2 décennies, cette lacune est restée dans les données, reconnue, frustrante, apparemment insoluble. Les enquêtes ont continué à progresser petit à petit, découvrant quelques milliers de cas supplémentaires chaque année, augmentant lentement le taux d'exhaustivité par petits incréments. Au rythme où ils allaient, atteindre 90% pour la classe des 140 Mlur aurait pris encore plusieurs décennies. La promesse faite en 2005 semblait ne pas pouvoir être tenue avant le milieu du siècle, si tant est qu'elle le soit. Et c'est précisément ce vide que Ruben était destiné à combler. Tout ce que vous avez entendu dans les chapitres précédents, le miroir de 8 fourmètres, la caméra de la taille d'une voiture, le réajustement de pointage en 5 secondes, les 20 téraoctets par nuit, tout cet appareil impressionnant sur la crête chilienne existe en grande partie pour combler précisément cette lacune. Un télescope capable de photographier l'intégralité du ciel austral toutes les quelques nuits, suffisamment profond pour capter les faibles roches sombres et suffisamment large pour en balayer un grand nombre à la fois, est le premier instrument ayant une réelle chance de retrouver les 60% manquants. Les chasseurs de l'époque précédente nous ont amenés à Forti. Ils avaient atteint les limites de ce que leurs instruments pouvaient faire, et ils le savaient. Et nombre d'entre eux ont passé leur carrière à plaider pour exactement le type de machine qui trône aujourd'hui sur le mont Cerro Pachón. Ruben est en quelque sorte leur réponse. L'outil dont ils savaient qu'il leur fallait pour terminer le travail, ils ne pouvaient que le commencer. La question de savoir si cela permettra réellement de combler l'écart et à quelle vitesse dépendra des projections que nous atteindrons prochainement, et les chiffres sont véritablement encourageants. Mais avant d'aborder ce que la découverte de ces objets pourrait accomplir, il y a une vérité plus profonde à méditer sur la raison pour laquelle leur recherche est l'objectif principal. Car il s'avère que savoir où se trouve un astéroïde dangereux représente presque à lui seul la quasi-totalité de la bataille. Le reste, la partie qui ressemble à de la science-fiction, nous avons déjà prouvé que nous pouvions le faire. Fin 2022, un vaisseau spatial de la taille d'un distributeur automatique a percuté un astéroïde de manière intentionnelle. La mission s'appelait DART et sa cible était un petit satellite nommé Dorphos, un rocher orbitant autour d'un astéroïde plus gros, suffisamment éloigné pour ne représenter aucune menace pour qui que ce soit.
Le but n'était pas de le détruire. L'objectif était de le dévier, de le frapper suffisamment fort pour modifier son orbite de manière mesurable et de prouver avec un objet réel dans l'espace réel que l'humanité pouvait modifier la trajectoire d'un astéroïde si nécessaire. Ça a marché. L'impact a sensiblement déplacé Dorphos, modifiant sa période orbitale bien plus que quiconque n'avait osé le prédire. Pour la première fois en 4 milliards d'années d'histoire du système solaire, une espèce vivant sur l'une de ces planètes a délibérément déplacé un autre corps. Nous avons prouvé que nous n'étions pas impuissants. Nous avons prouvé que la menace des astéroïdes, contrairement à presque toutes les autres catastrophes naturelles, est une menace que nous pouvons réellement prévenir. Mais ce triomphe cache une condition. Et c'est la raison d'être de ce chapitre. Nous ne pouvons dévier qu'un astéroïde dont nous avons connaissance. DART a réussi parce que nous avions Dorphos en ligne de mire des années à l'avance. Nous savions exactement où il se trouvait, exactement comment il se déplaçait, et exactement quand et où envoyer le vaisseau spatial à sa rencontre. La déviation n'est pas un réflexe, c'est une campagne. La conception, la construction et le lancement d'une mission vers un astéroïde nécessitent des années de préparation. Et tout cela dépend de la connaissance préalable, bien à l'avance, de l'existence de l'astéroïde et de sa trajectoire. Ce qui signifie que le rocher qui nous menace réellement, si jamais il y en a un, ne sera pas celui que nous découvrirons grâce à une mission de déviation déjà construite et prête à l'emploi. Il nous faudra d'abord le trouver, avec suffisamment de préavis pour pouvoir agir. Et un rocher que nous n'avons jamais vu sur une orbite, que nous n'avons jamais cartographié, ne nous donne absolument aucun avertissement. Il arrive tout simplement. La véritable arme de défense planétaire n'est donc pas le vaisseau spatial, c'est le catalogue. La liste des objets connus, la carte indiquant l'emplacement des rochers dangereux et leur trajectoire, voilà ce qui rend la déviation possible. Sans cela, notre impressionnante capacité à dévier un astéroïde est inutile. Un camion de pompiers, sans aucun moyen de savoir quelle maison est en feu. Le télescope qui repère les roches est plus important que la fusée qui les déplace, car la détection est la partie que nous maîtrisons mal, tandis que la déviation est celle que nous avons déjà maîtrisée. C'est pourquoi l'écart avec le chapitre précédent est si important. Les 60% manquants ne représentent pas seulement un risque non mesuré. Il s'agit de la population d'objets que nous ne pourrions pas dévier même si nous le voulions, car nous ne les verrions jamais arriver à temps pour essayer, qui redéfinit tout ce que Ruben a trouvé dans son échauffement. Vous vous souvenez du hall ? Parmi les 11-0 nouveaux objets figuraient 33 astéroïdes géocroiseurs, des roches dont les orbites les amènent dans notre voisinage. Et voici la partie rassurante, celle sur laquelle vous pouvez relâcher vos épaules. Aucun d'eux ne nous menace. Chaque personne a été vérifiée, son orbite calculée, sa trajectoire confirmée sûre. Le plus grand du groupe mesure environ 500 mètres de diamètre, c'est un rocher imposant, et lui aussi se trouve sur un tracé qui ne met pas la Terre en danger. Ces 33-là ne sont pas effrayants, ils sont meilleurs. Il s'agit d'un échantillon. Une petite poignée d'individus vivant près de la Terre, capturés au hasard et sortis de l'obscurité grâce à quelques semaines d'observation préliminaire. Et le fait que Ruben en ait trouvé 33 si facilement pendant son temps libre, avant même de fonctionner correctement, vous indique combien d'autres il trouvera une fois qu'il commencera à chasser sérieusement. Leur importance ne réside pas dans leur rôle de menace, mais dans le fait qu'elles témoignent de la taille de la population. Un échantillon carotté prélevé dans la zone inconnue qui permet d'estimer l'ensemble. Et c'est à partir d'échantillons comme ceux-ci et de simulations détaillées de ce que donnera l'enquête complète sur Tennant que l'on obtient la projection qui transforme toute cette histoire,
d'une source d'inquiétude à quelque chose qui ressemble davantage à une résolution. Les modèles prévoient qu'au cours de sa décennie d'activité, Rubin pourrait découvrir jusqu'à 127 nouveaux objets géocroiseurs, soit bien plus que ce qui a été découvert dans toute l'histoire de l'humanité auparavant. Et surtout, pour la dangereuse catégorie des bateaux de taille moyenne, ces rochers de 140 mètres qui ont fait l'objet de la loi de 2005, l'enquête devrait permettre à notre catalogue d'atteindre un taux d'exhaustivité de plus de 70% d'ici une dizaine d'années. 70% au lieu des 40% stagnants auxquels nous sommes bloqués depuis des années, voire plus à mesure que l'enquête s'étend et que l'analyse s'approfondit. La promesse faite en 2005, celle que l'échéance de 2020 n'a pas tenue, semble enfin sur le point d'être respectée. Tardif, environ 2 décennies plus tard, mais conservé. Laissez cela se poser, car c'est le centre émotionnel et silencieux de tout ce sujet. Pendant la majeure partie de l'histoire, la collision d'un astéroïde était un événement qui vous arrivait tout simplement, comme il est arrivé aux dinosaures, sans avertissement ni recours. En l'espace d'une seule vie humaine, nous sommes passés de la cécité totale à un catalogue quasi terrestre. D'un catalogue à la capacité éprouvée de dévier, et maintenant à un instrument qui pourrait enfin cartographier suffisamment bien la population dangereuse pour que nous puissions voir une menace arriver avec des années d'avance et prendre des mesures. Ce qui comble la lacune du modèle de risque, ce n'est pas une arme, mais un œil. La chose la plus efficace que nous puissions faire concernant ces rochers dans l'obscurité s'avère être la plus simple qui soit. Regardez-les, trouvez-les, notez-les, sachez où ils se trouvent. Et dans ses recherches, Rubin ne cesse de déterrer des objets qui n'ont absolument rien à voir avec notre sécurité. Objets situés à la limite même de la portée du Soleil, sur des orbites si extrêmes qu'elles peuvent à peine être qualifiées d'orbites. 2 d'entre elles, découvertes durant ce même premier été, sont situées si loin dans l'obscurité qu'elles font paraître proches même les limites du système solaire connu au-delà de Neptune, où le Soleil n'est plus un disque dans le ciel, mais seulement l'étoile la plus brillante. 2 corps glacés décrivent des orbites si étirées et si vastes qu'ils se situent à la limite même de ce que signifie appartenir à notre système solaire. Elles ont été découvertes durant le même premier été que les données de Rubin et portent les noms provisoires et simples que portent les nouvelles découvertes avant qu'on leur attribue un nom plus pompeux. 2025 LS2 et 2025 MX348. 2 faibles points lumineux émergeaient d'un champ de meule de foin. Il s'est avéré qu'ils comptaient parmi les objets les plus insolites jamais découverts. Ce qui les rend extraordinaires, c'est la forme de leur trajectoire. La plupart des objets du système solaire se déplacent sur des orbites quasi circulaires, de douces ellipses qui les maintiennent à peu près à la même distance du Soleil tout au long de l'année. Ces 2-là, non. Leurs orbites sont extrêmement allongées, étirées en longs et fins ovales. Et les astronomes mesurent cet étirement grâce à une grandeur appelée excentricité. Un cercle parfait a une excentricité nulle. Une trajectoire si étirée qu'un objet reste à peine lié au Soleil atteint une excentricité proche de 1. Ces 2 corps ont des excentricités supérieures à 0, 9, ce qui est proche de la limite, proche de la valeur à partir de laquelle un objet cesse d'orbiter autour du Soleil, et le quitte tout simplement, éjecté dans l'espace interstellaire sur une trajectoire qui ne revient jamais. Ils sont liés gravitationnellement, toujours membres de la famille du Soleil, mais de justesse, décrivant de longues ellipses avant de repartir à toute vitesse vers une distance véritablement difficile à imaginer. Voici la distance, et elle mérite un cadre pour la contenir. Dans le système solaire externe, nous mesurons les distances en unités astronomiques, une unité correspondant à la distance entre la Terre et le Soleil. À leur distance la plus extrême,
Ces deux objets atteignent environ 10 unités astronomiques, soit 10 fois plus loin du Soleil que nous. Pour se rendre compte de cette distance, pensez à Voyager 1, le vaisseau spatial lancé en 1977. L'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné qui existe, qui vole vers l'extérieur depuis près d'un demi-siècle à une vitesse prodigieuse. Durant tout ce temps, Voyager 1 a parcouru une distance d'environ 160 unités astronomiques. Ces deux corps glacés, situés à l'extrémité de leurs orbites, voyagent jusqu'à environ 10 km, soit plus de 6 fois plus loin que ce que notre sonde la plus rapide, la plus ancienne et la plus éloignée, a réussi à parcourir en près de 50 ans de vol. Cela les place parmi les terti-planètes mineures les plus éloignées jamais découvertes. Des objets si éloignés qu'ils passent la grande majorité de leurs immenses orbites dans un froid et une obscurité que nous pouvons à peine concevoir, rampant le long de l'arche lointaine de leur trajectoire, où la lumière du Soleil est une chose mince et faible, avant de retomber vers le Soleil pour un bref passage à travers les régions simplement très froides, puis de se retirer à nouveau dans les profondeurs. Et les retrouver est un exploit qui frise le miracle, et c'est sur cet aspect qu'il convient de s'attarder, tandis que la nuit s'approfondit. Rappelez-vous la phrase de l'astronome de Harvard et du Smithsonian. La recherche de l'un de ces corps célestes lointains est comme la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Comprenez maintenant pourquoi c'est si difficile. Plus précisément, un objet situé à 1000 unités astronomiques est incroyablement faible, ne nous renvoyant que la plus faible trace d'un soleil déjà faible et lointain. Et il se déplace lentement. Si lentement que d'une nuit à l'autre, il se déplace à peine par rapport aux étoiles. Il ne se comporte pas comme un astéroïde géocroiseur. Il fait des centimètres. Vous ne pouvez donc pas le trouver en cherchant des mouvements au cours d'une seule nuit. Il faut recueillir de faibles détections sur plusieurs nuits, des milliers de scintillements à peine perceptibles disséminés dans d'énormes ensembles de données, puis se demander lesquels de ces scintillements, pris ensemble, retracent la trajectoire lente et constante d'un seul objet distant. Il s'agit d'un problème de mise en relation, de trouver le fil conducteur ténu qui traverse des milliers de points sans lien apparent et les relie en une orbite. C'est pourquoi il a fallu de nouvelles mathématiques, de nouveaux algorithmes, et l'apprentissage des ordinateurs pour qu'ils puissent analyser des milliards de combinaisons. L'œil humain n'aurait jamais pu les percevoir. Ils sont trop faibles, trop lents, trop enfouis. Mais la raison profonde pour laquelle ces deux objets sont importants n'est ni leur distance, ni la difficulté à les trouver. C'est ce que leurs orbites extrêmes peuvent nous apprendre. Les objets situés sur des chemins aussi étirés ne sont pas des curiosités. Ce sont des sondes, des instruments sensibles en quelque sorte, que le système solaire a construit pour nous à partir de ses propres débris. Une orbite est façonnée par tout ce qui a exercé une force d'attraction sur l'objet qui la suit. Et une orbite aussi extrême, s'étendant si loin dans l'obscurité, est extrêmement sensible à l'histoire gravitationnelle du système solaire externe. La façon dont les planètes géantes se sont déplacées et ont migré dans la jeunesse tumultueuse de ces systèmes, les attractions des étoiles passagères, la faible attraction de tout ce qui pourrait encore être grand, est tapie dans l'obscurité extérieure. En étudiant les orbites d'un nombre suffisant de ces corps célestes lointains, on peut commencer à reconstituer des forces que l'on ne peut pas observer directement. On peut se demander ce qui les a disposés ainsi, ce qui les a jetés sur ces longs chemins solitaires et les a laissés ramper dans le froid. Un chercheur les étudiant les a résumés ainsi. Des objets comme ceux-ci offrent une sonde fascinante des confins du système solaire, capable de nous révéler comment les planètes se déplaçaient aux premiers instants de notre histoire et si un grand monde encore inconnu pourrait s'y trouver. Cette dernière possibilité hante les astronomes depuis une décennie. L'idée que les orbites,
étranges des objets les plus distants ne sont pas aléatoires, qu'une force les guide, que dans l'obscurité, au-delà de tout ce que nous avons cartographié, il pourrait exister une planète jamais vue, suffisamment massive pour infléchir la trajectoire de ces corps glacés à des milliers d'unités astronomiques de distance. C'est l'une des grandes questions ouvertes de l'astronomie. Et le même télescope qui a découvert ces deux jumeaux lointains pourrait bien être l'instrument qui y répondra enfin. Depuis une dizaine d'années, une poignée d'objets parmi les plus distants du système solaire pointe littéralement dans la même direction. Et personne ne sait vraiment pourquoi. L'histoire a véritablement commencé en 2016 lorsque deux astronomes du California Institute of Technology, Mike Brown et Konstantin Bettigan, ont remarqué « Il y a quelque chose d'étrange chez ce groupe d'objets transneptuniens extrêmes, ces corps glacés, très lointains situés au-delà de Neptune. Leurs orbites semblent s'aligner, non pas dispersées aléatoirement comme on pourrait s'y attendre, mais inclinées et orientées de manière similaire. Leurs longues trajectoires elliptiques, toutes inclinées plus ou moins dans la même direction, comme une poignée de flèches qui se seraient mystérieusement retrouvées à pointer dans la même direction. Ce genre d'alignement a généralement une cause. Les choses ne s'organisent pas sans raison. Et la cause proposée par Brown et Bettigan était audacieuse, une planète cachée. Un monde qu'ils ont appelé la planète Nine. Plusieurs fois la masse de la Terre, orbitant bien au-delà de Neptune, dans l'obscurité profonde, si loin qu'une révolution autour du Soleil prendrait environ 0 ans. Sa gravité, affirmait-il, s'étendant sur cette distance colossale, influençait les corps glacés lointains, guidant leurs orbites vers l'alignement que nous observons. Nous ne pouvions pas voir la planète elle-même, cachée dans l'immensité et l'obscurité, mais nous pouvions déceler son influence dans les orbites des objets qu'elle poussait. L'idée était fascinante. Une véritable 9e planète. Non pas une Pluton déclassée, mais un géant encore inconnu dans notre propre système solaire. Sa présence trahie seulement par la subtile chorégraphie de rochers lointains. Depuis, cette recherche occupe une place prépondérante dans l'astronomie. Mais tout le monde n'est pas convaincu et les doutes sont sérieux. L'objection principale, d'une simplicité troublante, est que ce regroupement pourrait être illusoire. Il pourrait s'agir d'une illusion créée par l'endroit où nous observons. Les télescopes ne scrutent pas le ciel de manière uniforme. Ils pointent là où c'est pratique, là où les conditions sont favorables, là où ils ont déjà observé. Si les objets lointains que nous avons découverts jusqu'à présent l'ont été principalement dans certaines zones du ciel, alors leur alignement apparent pourrait ne rien refléter des objets eux-mêmes, mais tout des biais de notre recherche. Nous avons peut-être trouvé des flèches pointant dans la même direction, simplement parce que nous avons regardé dans les directions où elles pointaient. Une astronome qui a étudié ces objets l'a exprimé sans détour, affirmant que les données concernant les objets les plus extrêmes sont parfaitement compatibles avec une distribution aléatoire et qu'elle ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Il n'y a absolument aucun regroupement. L'argument initial en faveur de la planète Nine, dans cette perspective, s'affaiblit à chaque nouvelle découverte d'objets, surtout lorsque ces nouveaux objets ne correspondent pas au schéma observé, et plusieurs des découvertes les plus récentes ne s'y conforment pas. Il existe aussi une version plus nuancée de cette idée, qui a gagné du terrain plus récemment. Au lieu d'une grande planète Nine de plusieurs masses terrestres, certains astronomes ont proposé en 2025 la possibilité d'un monde plus petit, surnommé planète Y, dont la masse serait plus proche de celle de Mercure ou de la Terre. Son orbite modifierait subtilement les orbites des objets lointains plutôt que de les perturber de manière dramatique. Une influence plus douce, un petit monde caché, ayant un impact moindre, mais peut-être toujours présent.
Un chercheur a jugé plausible l'idée qu'une planète de la taille de Mercure ou de la Terre soit à l'origine de cette déformation, renforçant ainsi l'hypothèse plus générale qu'une planète encore inconnue se cache dans les confins du système solaire. Le débat reste donc ouvert. Une grande planète Nine, une petite planète Y, ou aucune planète du tout. Il ne subsiste que le fantôme d'un schéma, fruit de nos observations incomplètes. Les astronomes raisonnables considèrent chaque hypothèse comme plausible. Ces positions restent controversées et le débat n'est pas tranché, faute de données suffisamment fiables. Au fil des recherches, des mondes inattendus ont été découverts. En 2025, une équipe à la recherche de la planète Nine dans des données d'archives, en analysant d'anciennes images d'un télescope chilien initialement dédié à un tout autre objectif, a découvert une candidate planète naine. Ils l'ont nommée 2017, en référence à l'année de sa capture fortuite sur les images archivées. Cet objet imposant, d'un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres, est suffisamment grand pour être considéré comme une planète naine à part entière. Son orbite est stupéfiante. Une révolution complète autour du Soleil lui prend environ 25 ans, l'éloignant du Soleil à une distance plus de 1000 fois supérieure à celle de la Terre avant de retomber. Ce monde accidentel nous rappelle l'immensité de l'obscurité interstellaire. Les astronomes étaient à la recherche d'une planète hypothétique et ont découvert par hasard une véritable planète naine, présente dans d'anciennes données depuis des années durant, cachée à la vue de tous, attendant que quelqu'un relie les points ténus de sa lente migration. Et, fait révélateur, son orbite ne correspond pas non plus au schéma de regroupement. C'est une autre flèche pointant dans la mauvaise direction, un poids supplémentaire sur la balance contre la planète Nine originelle. C'est précisément le genre de question qui ne peut être résolu par la discussion. Seule l'observation permet d'y parvenir. Et c'est là que Ruben intervient comme l'arbitre que tout le débat attendait. Réfléchissons à ce sur quoi repose réellement ce désaccord. Il repose sur un petit échantillon d'objets lointains et sur la crainte que nos découvertes soient biaisées par la zone d'observation. Ruben résout les deux problèmes d'un coup. Il scrutera tout le ciel austral, systématiquement, uniformément, encore et encore, sans le biais fragmentaire des recherches précédentes. Et il découvrira non pas une poignée d'objets lointains, mais des milliers, peut-être bien plus, un échantillon suffisamment grand pour que les statistiques cessent d'être suggestives et deviennent décisives. Si le regroupement est réel, le flot de nouveaux objets lointains découverts par Ruben le confirmera sans l'ombre d'un doute, et l'hypothèse d'une planète cachée se renforcera. Si ce regroupement n'est qu'une illusion due à un biais d'observation, le relevé complet de Ruben la dissipera, l'alignement apparent se dissolvant dans la dispersion aléatoire prédite par les sceptiques. Et s'il existe réellement une planète Nine ou une planète Y dans l'obscurité, c'est le premier instrument ayant une réelle chance de la découvrir, de capter ce point faible et lent qui n'est pas un corps glacé, mais une planète. D'une manière ou d'une autre, la question qui plane sur le système solaire externe depuis une décennie est sur le point d'être résolue. Non pas par la discussion, mais par un télescope suffisamment patient pour cartographier l'ensemble de l'obscurité et recenser ce qui s'y trouve réellement. Et l'obscurité, il s'avère, recèle bien plus que des planètes lointaines et des mondes glacés. Parfois, elle nous envoie des visiteurs venus d'ailleurs. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent est né ici, autour de notre propre Fils. Il y a fourfives milliards d'années. Les roches, les corps glacés, les planètes jumelles lointaines, même une hypothétique planète cachée. Tout cela fait partie de la même famille, issue du même nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à la Terre, vous. Mais à 3 reprises, ces 8 dernières années, des objets étrangers à notre système solaire sont apparus. Le premier, en 2017,
était un étrange objet allongé parcourant le système solaire interne sur une trajectoire incohérente pour un objet né sur Terre. Les astronomes l'ont baptisé Muamua, un mot hawaïen, et ont rapidement compris qu'il ne nous appartenait pas. Il se déplaçait trop vite sur une orbite anormale, une hypérole, et non une boucle fermée autour du Soleil. Venu de l'espace interstellaire, il avait fait le tour du Soleil et s'éloignait déjà, cap sur les étoiles, pour ne jamais revenir. Peu après, un second objet est apparu, la comète Boris, elle aussi sur une trajectoire erratique, elle aussi venue d'ailleurs. Enfin, le 1er juillet 2025, le troisième a été découvert par le réseau Atlas, le système d'alerte aux impacts stellaires dont nous avons déjà parlé. Il a été baptisé Atlas III, car il s'agit du troisième objet interstellaire de ce type jamais identifié. Interstellaire. Son nom même reconnaît formellement que cet objet n'est pas né dans notre système solaire. Il s'est formé ailleurs, autour d'une autre étoile, et voyage depuis. Ces objets sont de véritables visiteurs. Ils se sont formés dans un autre système planétaire, autour d'un autre soleil, à partir d'un autre nuage de poussière. Quelque chose les a éjectés de leur système d'origine il y a bien longtemps, et ils ont dérivé à travers la galaxie, dans l'obscurité entre les étoiles, pendant des périodes inimaginables, jusqu'à ce que le hasard les amène dans le nôtre. Ils ne s'attardent pas. Leurs trajectoires sont hyperboliques, illimitées, à sens unique. Ils traversent, ils repartent, et nous ne les revoyons jamais. Et 3, Atlas est peut-être le plus vieil objet que l'humanité ait jamais observé traverser le ciel. Les indices se trouvent dans sa vitesse et sa composition chimique. Plus un objet interstellaire voyage vite, plus il a tendance à être vieux, car un grand âge signifie de nombreuses rencontres avec des étoiles au fil des éons. Chacune d'elles agit comme une fronde gravitationnelle, ajoutant un peu plus de vitesse. 3. Atlas est arrivé rapidement, plus vite que les 2 visiteurs précédents. Et quand le James Webb, le télescope spatial, a mesuré les isotopes de sa matière, les signatures particulières des éléments qui la composent,